Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler de la Maison des Confesseurs. Alors c'est un bâtiment que vous ne pouvez pas manquer si vous vous promenez sur le halage. C'est ce magnifique bâtiment qui fait partie de ceux de l'ancienne abbaye Notre-Dame de Joie qui se trouve en bord du chemin, en bord de rivière avec sa petite loggia en pierre qui surplombe. Alors ce bâtiment-là est un bâtiment du XVIIe siècle. On a le millésime inscrit sur la grande lucarne, la date de 1669. On est sous l'abbatiat de Madeleine Lecoigneux, c'est la 18e abbesse de la Joie, et on est à peine quelques années après la prise totale de pouvoir du roi Louis XIV. Alors j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur l'abbaye de la Joie, mais comme c'est un sujet extrêmement long, extrêmement complexe, il faut que je vois un petit peu comment je le construis. Donc c'est un bâtiment... alors son nom pose problème. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, les Haine Bonté ont toujours pris l'habitude de l'appeler la porterie. Évidemment, si on regarde l'organisation d'une abbaye, les abbayes donc, sont ces lieux qui sont dédiés à la prière, dans lesquels on retrouve des moines ou, comme dans le cas Haine Bon, des religieuses, dont la fonction est de prier. Donc l'organisation d'une abbaye est assez standard pour pouvoir qu'elle se consacre parfaitement et totalement à la prière. Et dans une abbaye, il y a effectivement présence d'une porterie, puisque parmi les choses importantes que les religieux ont à faire, c'est l'accueil des pèlerins, l'accueil des pauvres, et pour ce faire, ils ont un bâtiment qui est dédié à cette opération, parce que les laïcs ne peuvent pas pénétrer dans le cloître, dans l'espace clos de l'abbaye. Or, on a bien une porterie à l'abbaye de Notre-Dame de Joie à Haine Bon, mais elle ne se trouve absolument pas à l'emplacement de la Maison des Confesseurs. Elle se trouve complètement de l'autre côté, sur le chemin de la Bergerie. À cet endroit-là, il reste une porte du XVIIe siècle, qui est la porte Saint-Julien. C'est là que se trouvait le complexe de la porterie, qu'on voit très nettement sur le dessin de la collection Guénière, qui date de 1704 et qui est conservé à la BNF. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouverez sans problème. Donc la véritable porterie de l'abbaye se trouvait de l'autre côté. D'ailleurs, Saint-Julien, c'est Saint-Julien l'Hospitalier, donc un des saints, effectivement, qui avait pour vocation de protéger les pèlerins et ceux qui étaient accueillis par eux. Donc on a une cohérence dans le nom et dans le lieu. Alors pourquoi a-t-on appelé la Maison des Confesseurs la porterie? Ça, c'est une déformation, sans doute due au XIXe siècle. Après la Révolution française, une usine va s'installer dans l'abbaye. On l'avait évoqué dans la vidéo qui parlait du XIXe siècle à Haine Bon. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. Et puis après cette usine qui va fonctionner dans les années 1830-1835, la propriété va devenir une propriété privée et le logis abbatial, lorsque les bâtiments conventuels vont disparaître, va devenir un château. Et on va se trouver avec cette maison qui va devenir effectivement la conciergerie, la porterie, mais de la résidence et non pas d'une porterie d'abbaye. Renforcé par le fait qu'à partir de 1832, le Blavet est canalisé et donc on crée un chemin de halage qui permet d'aider à la circulation des navires sur la partie canalisée et qui va en plus tard recevra le petit chemin de fer qui fera d'abord Port-Louis-Beau et puis ensuite qui sera celui qui fera des forges jusqu'à la gare d'Haine Bon. Donc cette histoire de porterie est vraiment à rattacher plutôt à l'histoire de ce site au XIXe siècle et qui n'est déjà plus l'histoire de l'abbaye. On a également un surnom assez curieux, mais là j'ai pas trouvé d'explication. Fut un temps, il était appelé la Maison des Cochons. Alors faut-il y voir une allusion anticléricale ou agricole? Là je suis bien en peine de ne pouvoir vous répondre. Je vous parlais tout à l'heure du plan de 1704, conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui est un dessin de la collection Guénière. Le bâtiment y est présent et il est dénommé le pavillon en dehors.
Alors c'est intéressant. Un pavillon, qu'est-ce que c'est? Un pavillon au XVIIe siècle, c'est un bâtiment qui est posé en fait au centre d'une propriété. On est dans l'héritage. Un pavillon, c'est l'ancien terme médiéval pour la tente. Donc une tente, c'est une espèce d'élément carré posé comme ça au milieu d'un champ. C'est d'ailleurs le nom qu'on conserve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on construit un pavillon, très souvent, eh bien, il est posé au milieu d'une parcelle. Donc on a bien mention de cette particularité de bâtiment qui est isolé à un emplacement. Deuxième chose, il est dit pavillon en dehors. En dehors de quoi? Eh bien, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, il est situé en dehors de la clôture. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'espace sacré, dans l'espace qui est uniquement réservé à la circulation des religieuses. Et là, on retombe sur la fonction première de ce bâtiment, qui a donné l'autre nom, qui est celui de la maison des confesseurs. Ce n'est pas du tout la maison dans laquelle les religieuses venaient se confesser, puisqu'on sait que la pièce pour la confession se trouvait dans le logis abbatial. Ça c'est encore visible sur le plan de Guénières, c'est mentionné, l'emplacement de la confession. Non, tout simplement, les confesseurs, eh bien, ce sont les prêtres qui sont chargés, eh bien, de faire les cérémonies à l'intérieur du couvent. Même si on a des religieuses, dans la religion catholique, ce sont les prêtres qui font les cérémonies, ce sont les seuls à le réaliser. Donc il fallait, au sein d'une abbaye féminine, qu'il y ait des prêtres à demeure pour pouvoir faire les cérémonies régulières, puisqu'il n'y avait pas qu'une messe, il y en avait plusieurs qui se passaient tout au long de la journée et de la nuit. Alors certaines, le prêtre n'était pas forcément présent, mais dans d'autres cas, notamment au moment des messes, il fallait qu'il soit présent. Ce qui peut... Donc c'est dans ce bâtiment qu'étaient sans doute logés les prêtres. Ce qui est intéressant, c'est quand on le regarde, quand on peut en faire le tour, on a ces petites tourelles arrière, mais on a un bâtiment qui est totalement aveugle côté couvent et qui s'ouvre totalement sur l'extérieur. Les seules petites fenêtres que l'on a sur les tourelles, sur une des tourelles d'escalier qui permet de passer du premier au second niveau, elle devait ouvrir directement sur la porte d'entrée de l'église. Donc encore une fois, on voit un côté aussi pratique. Le prêtre pouvait de là voir l'entrée de l'église abbatiale. Et puis l'autre petite lucarne, elle ouvre sur la parcelle adjacente au pavillon, parcelle qui était sans doute le jardin du prêtre. Là, on la voit très très bien sur le dessin de Guénières, où on a un petit jardinet, clos de mur, avec d'ailleurs un dessin de plate-bande qui est tout à fait dans l'esprit d'un jardin à la française. Donc voilà, on est dans la demeure des prêtres pour l'abbaye. Je vous le disais, construit après le milieu du XVIIe siècle. On a cette date de 1669, sous l'abbatiat de Madeleine de Coigneux, avant aussi les grands travaux qui vont faire la modification du logis abbatial en 1694, sous l'abbatiat de Suzanne de Pleuc, dont on a parlé dans une vidéo. Là aussi, je vous renverrai le lien. Eh bien... là, on a eu des travaux où on a réaménagé aussi le logis abbatial. La maison des confesseurs, donc, c'est un petit pavillon accoudé à la clôture, juste au-dessus de la rivière. La partie basse est une partie relativement aveugle et relativement sombre. Une fenêtre que l'on voit sur certaines cartes postales et puis qu'on voyait jusqu'en 2009 avait été ouverte. Mais là, on sait qu'elle a été percée clairement au 19e siècle, sans doute du temps où ce bâtiment était la conciergerie de l'usine et peut-être de l'usine et du château. Effectivement, avoir une fenêtre à cet emplacement-là, c'était pratique. Ça permettait de voir qui arrivait sur le chemin de halage et qui venait se présenter au portail. Lorsque vous passez au niveau au-dessus, alors vous avez cette loggia, cette espèce de très très beau balcon avec ces balustres et ces 4 colonnes de tuffeau. Ce qui est intéressant, c'est que les consoles sur lesquelles sont posées la lucarne sont très ressemblantes à celles que l'on trouve sur l'enceinte. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu, au moment de destruction de parties du rempart, des récupérations qui ont été utilisées, ou alors est-ce qu'on a repris à peu près le même modèle? En tout cas, on a quelque chose de très très proche. Ici, il faudrait peut-être une analyse précise des pierres pour voir si on est en lien avec des choses qu'on trouve sur l'enceinte. Élément intéressant, l'utilisation pour cette loggia de pierre de tuf, donc du calcaire, de la pierre blanche, qui vient soit de la vallée de la Loire, soit de la Saintonge, et qui a clairement, dans cette dimension-là, un rôle d'ostentation.
On veut montrer du côté de la rivière son pouvoir, sa richesse. À cette époque-là, avoir de la pierre de tuf, c'est pouvoir en commander, pouvoir en faire venir par navire. Et effectivement, on imagine que le long, alors depuis la région du Saumurois, le long de la Loire, puis en mer, ou même encore plus loin des Charentes, c'est une navigation qui peut poser problème et qui donc fait un prix de revient extrêmement important sur cette pierre. Donc là, on a clairement un message que l'abbaye veut donner à toute personne qui pourrait naviguer sur le Blavet ou bien circuler de l'autre côté, du côté du bois du Hunguer. Toute la décoration de cet élément, toute cette partie de prestige est tournée vers l'extérieur de l'abbaye et non pas vers l'intérieur. Je rappelle que les religieux font vœu de pauvreté. Alors ça, c'est toujours très complexe parce qu'évidemment, c'est de la pauvreté de la pauvreté, on va dire, individuelle en tant que religieux. Ce n'est pas forcément le cas de l'institution abbaye, puisque celle-ci reçoit des dons. Elle a besoin de revenus pour pouvoir vivre, tout simplement, pour pouvoir se consacrer à la prière, il faut avoir de quoi manger et subsister. Donc elle possède des bois, des forêts, des arbres, des pêcheries. Il va y avoir un conflit assez long avec la famille de Rohan à propos des pêcheries de la Joie. Elle a également un moulin qui existait encore, qu'on voit sur les cartes. Donc on veut montrer sa puissance et son prestige. On a également des éléments intéressants avec les tourelles que vous avez ici, les deux petites tourelles latérales, alors qui sont très très proches des tourelles de l'hôtel de Quérette, dont on a également parlé, l'hôtel de Quérette qui se trouve près de Notre-Dame de Paradis, et puis les parties basses, le culot qui soutient ces tourelles est aussi assez semblable à celui qu'on peut trouver sur la petite échauguette qui est près de la tour, la porte Broérec. Donc là, on a peut-être aussi des éléments architecturaux qu'il est intéressant à confronter. La présence des tours, même si elle est pratique, d'un côté, vous avez une tourelle d'escalier qui permet d'aller du niveau de la loggia à la partie mansardée sous les toits. Et puis de l'autre côté, on a deux petites pièces, sans doute une cuisine, parce qu'on a un évier qui était encore présent, et puis au-dessus, une autre petite pièce. Évidemment, les tourelles, si elles ont ce rôle fonctionnel, ont aussi d'une certaine façon un rôle symbolique, et font penser au château, et peuvent aussi faire penser à la puissance temporelle et à la puissance seigneuriale de l'abbaye, puisqu'évidemment, une abbaye, que ce soit au Moyen-Âge et plus tard, elle est aussi seigneur de certains territoires, donc elle a aussi ce pouvoir territorial extrêmement important. Donc le placer ici aussi sur ce bâtiment visible de l'extérieur, c'est peut-être aussi une façon d'en rajouter sur la puissance de cette institution. Il y aura également un élément très intéressant avec la très grande lucarne qui ouvre côté ouest, qui prend toute cette hauteur sur la toiture mansardée, où l'on voit cette date de 1669, et puis également un appui de fenêtre avec un décor qu'on appelle à Gaudron, une espèce de grosse goutte, qui est un décor qui apparaît à la Renaissance, mais qu'on peut trouver assez longtemps en élément de réalisation. Donc, un bâtiment, on le voit, qui se veut prestigieux et montrer sa puissance. C'était aussi la résidence des prêtres. Le prêtre, surtout dans ces périodes du XVIIe siècle, où on a énormément de renouvellement et d'autres positionnements, il est à l'image du Christ. C'est lui c'est le personnage le plus important, donc qui possède d'une maison qui a un certain, passez-moi l'expression, standing, une certaine allure, c'est aussi un élément important. On a une autre date plus récente sur ce bâtiment, qui est la date de 1922, puisque à partir du moment où la partie basse de l'abbaye va échoir à l'administration des haras, le bâtiment va être restauré. 1922, c'est un an après son classement au titre des monuments historiques, donc le bâtiment est protégé. Je vous rappelle, le classement monument historique, c'est le niveau le plus haut de protection. Ça veut dire que l'administration, la France, estime que ce bâtiment a une valeur exemplaire nationale en matière de patrimoine. On a le cran en dessous qui est l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, où là on estime que le bâtiment a un intérêt, qu'il faut le protéger, mais qu'il est plutôt d'un échelon régional, voire local.
Donc 1922, le bâtiment rentre dans l'administration des haras, hein, il va accueillir des familles de palefreniers. Hein, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui ont vécu à l'intérieur de ce bâtiment. La ville d'Hennebont va en faire acquisition pour l'euro symbolique au tout début des années 2000, et en 2009 eh bien, va entamer une très importante campagne de restauration du bâtiment, hein, assez complète. Il a fallu reprise de toiture, reprise des couvertures qui avaient énormément souffert. On en a profité pour substituer à la couverture du début du XXe siècle, hein, couverture d'ardoise assez fine de l'ardoise avec un système avec des fixations au clou de cuivre beaucoup plus conforme avec la nature historique de ce bâtiment. On a également refait les enduits, hein, qui faisaient le tour de l'édifice, donc un travail de restauration extrêmement important qui a été mené par un architecte en chef des monuments historiques, hein, et également par les entreprises de haute qualité, hein, que ce soit maçonnerie, couverture, charpente, hein, pour pouvoir effectivement restaurer ce bâtiment dans son plein éclat. La restauration de ce bâtiment, parce qu'évidemment restaurer le patrimoine c'est bien, mais encore faut-il qu'il ait un usage. Hein, ce bâtiment est donc entré au sens beaucoup plus large du patrimoine et du patrimoine privé de la ville d'Hennebont, et la ville l'a restauré en faisant un lieu d'accueil et de résidence. Alors, ça peut être pour des artistes, hein, dans le cadre de projets qui sont menés par Trio Enseignement Artistique. Ça peut être également dans le cadre de projets menés avec l'Artothèque Galerie, avec la médiathèque. Hein, on a eu également des hôtes de prestige, puisque le maire de Cronard, hein, la ville allemande jumelée à Hennebont, il y a également passé une nuit. Donc un bâtiment qui a été sauvé, hein, et qui a retrouvé une fonction tout en conservant son aspect, en essayant pas son aspect d'origine, mais en essayant de retrouver ce à quoi il a pu ressembler. Voilà, c'était une présentation de ce très joli bâtiment, hein, un des 4 qui restent de l'ancienne abbaye Notre-Dame de Joie, donc la Maison des Confesseurs, un petit bâtiment, un petit bijou de pavillon du XVIIe siècle. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.